Alors, une planète plusieurs fois plus grosse que la Terre, où de vrais diamants tombent du ciel comme de la pluie, ça sonne déjà très science-fiction. Mais crois-moi, ce n'est même pas la partie la plus étrange de l'histoire. Tu vois, les scientifiques ont récemment pointé le télescope spatial James Webb vers ce monde au nom qui ressemble à celui de mon permis de conduire, et ont découvert qu'il ignore pas mal de règles. La plupart des planètes, comme la Terre, tournent autour d'étoiles normales, comme notre Soleil. Mais la planète au diamant, appelons-la comme ça, tourne autour d'un pulsar. Ce monde orbite autour de quelque chose de bien plus effrayant qu'une étoile normale. Un pulsar, un type d'étoile à neutrons. Les pulsars naissent quand une étoile massive s'effondre et qu'une supernova explose en pulvérisant toutes les planètes voisines. Et même si ces planètes ne cessent pas d'exister tout de suite, le rayonnement arrache littéralement de la matière à l'étoile compagne au fil du temps. Petit à petit, le pulsar la dévore vivante, comme un cannibalisme cosmique. Mais le nouvel objet mystérieux n'est pas une étoile, c'est une planète. Et des planètes ne devraient ni survivre si près d'un tel rayonnement, ni évoluer vers quelque chose d'aussi bizarre chimiquement. Bref, le pulsar à côté duquel vit la planète au diamant tourne à une vitesse folle et projette des faisceaux de rayonnement comme un phare cosmique fait de rayons gamma. Normalement, les étoiles aveuglent les télescopes quand on étudie des planètes proches. Mais les pulsars brillent peu dans l'infrarouge, le type de lumière que détecte le télescope James Webb. Les astronomes ont donc pu voir la planète luire pendant que son parent mortel, le pulsar, restait presque invisible. Ils ont remarqué que sa masse, son rayon et sa température sont assez normaux pour ce qu'on appelle un Jupiter chaud. C'est l'un des types d'exoplanètes les plus rares. Mais ensuite, tout est devenu bizarre. Enfin, encore plus bizarre. D'abord, on connaît très peu de pulsars qui hébergent des exoplanètes. Et aucune de celles repérées jusqu'ici n'est une géante gazeuse. Ensuite, la forme de la planète au diamant est assez étrange parce qu'elle orbite son pulsar à seulement environ 1 million de miles. Qu'elle subit fortement sa gravité et que c'est pour cela qu'elle a cette drôle de forme de citron. Mais le plus étrange, c'est l'atmosphère de la planète, qui contient d'immenses quantités d'hélium et de molécules de carbone. Ce carbone flotte librement au lieu de se lier à l'oxygène ou à l'azote comme il le fait d'habitude. À des températures comprises entre environ 1200 et 3700 degrés Fahrenheit, le carbone ne devrait pas survivre ainsi. Sur presque tous les autres mondes connus des astrophysiciens, il se lie très vite à d'autres éléments. Mais notre étrange planète ignore totalement cette règle, et aucune des exoplanètes bien étudiées ne se comporte ainsi. On dirait que la pression au cœur de ce monde de diamants comprime le carbone si fort qu'il se transforme en diamant, et qu'il tombe sans cesse vers le noyau comme des grêlons étincelants de la taille de montagne. Les scientifiques ne comprennent toujours pas totalement ce monde de diamants, mais ils ont essayé de le comparer à ce qu'on appelle un système veuve noire. Il s'agit généralement de deux objets enfermés en orbite, un pulsar dense et une étoile compagne plus petite, semblable à notre Soleil, mais bien plus brillante. La planète au diamant montre des quantités écrasantes de carbone, bien au-delà de ce que la physique nous dit être possible. Elle ne semble pas s'être formée comme une planète normale à partir de gaz et de poussière. Et elle ne semble pas non plus venir d'une étoile dépouillée par un pulsar. Donc, pour l'instant, elle n'entre dans aucun scénario de formation connu. Le pulsar a peut-être effacé une ancienne étoile compagne si complètement qu'il n'en est resté qu'un noyau de carbone ultra dense. Une autre idée veut qu'un rayonnement extrême ait remodelé une planète existante pendant des millions, voire des milliards d'années. Pendant que les scientifiques résolvent ce mystère, allons sur Uranus, où il pleut aussi des diamants. Au fond de cette géante glacée, les températures dépassent 12 000 degrés Fahrenheit selon les modèles mathématiques et la pression grimpe jusqu'à des millions de fois celle de l'atmosphère terrestre. Le méthane est écrasé jusqu'à ce que ces molécules se brisent. Les atomes de carbone libérés s'assemblent, forment des structures cristallines et grossissent jusqu'à devenir des diamants. Ces diamants s'enfoncent plus profondément, fondent dans des couches plus chaudes, remontent ensuite et recommencent le cycle sans fin. Et ce n'est pas tout! Le télescope James Webb a montré que le champ magnétique d'Uranus est incliné d'environ 60 degrés. Ce qui veut dire que le bouclier magnétique invisible de la planète est tordu par rapport à sa rotation. Sur Terre, les aurores restent près des pôles,
Mais Uranus étale des aurores lumineuses sur d'immenses régions de son atmosphère. Webb a observé la planète tourner pendant 15 heures, soit presque une journée uranienne complète, et a capté d'énormes flux d'énergie traversant la haute atmosphère comme des systèmes météo lumineux alimentés depuis l'intérieur même de la planète. Tout cela signifie que les géantes glacées redistribuent la chaleur d'une manière que nous comprenons à peine. Uranus roule presque sur le côté en orbitant autour du Soleil. Et cette orientation étrange semble tordre la façon dont les particules chargées se déplacent dans son atmosphère. Au lieu de jolis spectacles lumineux polaires comme chez nous, Uranus crée des aurores errantes, aussi appelées Wandering Aurora, qui s'étirent sur la planète comme des tempêtes cosmiques au néon. Les étudier peut aider les chercheurs à mieux comprendre les champs magnétiques. C'est assez important, car ils agissent comme des champs de force planétaires qui protègent les atmosphères contre le rayonnement spatial. En même temps, un autre monde mystérieux possède ses propres systèmes météo franchement étranges. Je parle de Titan, la plus grande lune de Saturne. Titan n'utilise pas l'eau pour sa pluie ou ses lacs. Il utilise le méthane, le même gaz que nous brûlons comme carburant sur Terre. Les scientifiques ont découvert que les mers de Titan façonnent en fait sa météo locale, comme les grands lacs influencent le climat en Amérique du Nord. Le méthane liquide s'évapore, monte, refroidit, puis retombe sous forme de brume ou de pluie. L'air chaud s'élève tandis que l'air froid se précipite derrière et forme des cellules de convection, d'immenses boucles d'air en mouvement qui alimentent les tempêtes. Et pas juste les tempêtes ordinaires que nous connaissons, non! Titan a des brises de lac, des bancs de brouillard et des cycles saisonniers qui tournent aux hydrocarbures plutôt qu'à l'eau. Le grand frère de Titan, Saturne, n'a pas seulement du mauvais temps. Il pique de véritables colères atmosphériques à une échelle qui fait passer les tempêtes terrestres pour une petite pluie d'été. Quand la sonde Cassini de la NASA a orbité autour de Saturne entre 2004 et 2017, ses instruments ont détecté des éclairs si puissants qu'ils pouvaient briller même en plein jour. Sur Terre, la foudre dépasse déjà la température de surface du Soleil pendant une fraction de seconde. Sur Saturne, certains éclairs transportent 10 000 fois plus d'énergie que ceux d'ici. Cassini a même détecté des signaux radio venus de ces tempêtes, ce qui veut dire que les chercheurs ont littéralement pu écouter le tonnerre rouler sur un autre monde. Certaines de ces tempêtes s'étendent sur plus de 190 000 miles de large, assez pour presque encercler toute la planète. Et puis, il y a le célèbre hexagone du pôle nord de Saturne. Un courant G parfaitement hexagonal qui tourne sans arrêt depuis au moins 40 ans, depuis que les engins spatiaux l'ont remarqué pour la première fois. Les vents qui filent autour du pôle se verrouillent naturellement dans ce motif géométrique. Cet hexagone s'enfonce sur des centaines de miles dans l'atmosphère de Saturne. Maintenant, allons sur Vénus, où le climat part complètement en vrille. À son pôle sud, une sonde a vu un immense vortex à double œil, à peu près de la taille de l'Europe, tournant sans fin dans d'épais nuages jaunes. Contrairement à la Terre, où l'atmosphère se déplace surtout avec la planète, Vénus présente quelque chose qu'on appelle la superrotation. Son atmosphère file autour de la planète environ 60 fois plus vite que la surface en dessous. Les vents y hurlent à près de 250 miles à l'heure. La température de surface y tourne autour de 870 degrés Fahrenheit, assez pour faire fondre le plomb, le zinc et de nombreux composants de vaisseaux spatiaux. Il y fait si chaud parce que la lumière du soleil entre facilement. Mais le dense dioxyde de carbone piège si efficacement la chaleur sortante qu'aucun refroidissement n'a lieu. Même la pluie s'y comporte de façon cruelle. De l'acide sulfurique se forme haut dans les nuages puis tombe vers le bas. Mais la chaleur extrême évapore les gouttes avant qu'elles n'atteignent le sol. Et la pluie disparaît simplement en plein air. Bon, notre dernière étape du jour, c'est Neptune. Elle ne reçoit qu'une infime fraction de la lumière solaire que reçoit la Terre. Et pourtant, elle alimente des courants G dépassant 1300 miles par heure, soit 2 fois la vitesse du son. De la chaleur doit remonter de son intérieur pour nourrir de telles vitesses. Quand Voyager 2 est passé en 1989, elle a repéré la grande tache sombre, un système de tempêtes à peu près de la taille de la Terre elle-même. Les tempêtes de Neptune apparaissent et disparaissent en quelques années et se comportent comme des systèmes vivants en évolution constante. Certaines de ces tempêtes dérivent vers l'équateur, puis inversent soudainement leur direction.
Cela n'arrive jamais sur Terre. Neptune nous rappelle donc encore une fois que la météo dans l'espace ne suit pas toujours des règles familières. Parfois, la physique construit des systèmes si extrêmes que les scientifiques ne parviennent pas à les expliquer, même après des décennies d'observation.